Merci. Ah putain, vous êtes tous venus, hein. C'est super. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci beaucoup de m'écouter aujourd'hui. Donc, comme le disait Ludovic, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'ai déjà un petit peu écrit et que je regarde avec attention, qui est celui du numérique, et plus particulièrement celui du numérique désirable. Alors, le numérique désirable, donc évidemment, je n'ai pas de slide, mais parce qu'en fait, c'est un truc normal chez moi, voilà, de ne pas avoir la technologie avec moi. C'est pour ça que je m'intéresse au numérique, parce que comme ça m'abandonne souvent. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de numérique désirable? Habituellement, on parle plutôt de numérique alternatif. Mais finalement, moi, j'aimais bien cette expression de désirable, parce que finalement, tout bon designer qui invente un nouveau produit, un nouvel objet, un nouveau service, va chercher à répondre à une injonction. Et celle-ci, cette injonction, c'est que cette nouveauté, cette innovation, doit être trois choses. Elle doit être utile, elle doit être utilisable et elle doit être désirable. Utile, parce que peut-être qu'il est temps de cesser d'inventer de nouveaux besoins. Utilisable par tous, d'un accès démocratique. Et puis désirable, parce que c'est peut-être chouette de se dire qu'on pourrait essayer de retrouver du sens et puis retrouver de la beauté. Alors, quand on regarde ce sujet du numérique, pour resserrer un petit peu le propos, aujourd'hui je voulais parler de ce qu'on appelle les internets. Alors moi je dis les internets parce que je trouve ça savoureusement ringard, et puis aussi parce que c'est une façon de parler de manière générale du web et des réseaux sociaux. Ce qui m'intéressait particulièrement aujourd'hui dans le sujet qu'on traite, c'était notamment de parler des algorithmes. Ces algorithmes, vous le savez, ils gouvernent aujourd'hui le fonctionnement et nos pratiques dans les réseaux sociaux, et ils mènent à des choses de ce type-là. En fait, je ne sais pas vers où pointer. N'importe où? Il y a 2 boutons verts. C'est de ma faute. Alors, l'hégémonie des algorithmes, où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène à ça. Je pense que vous connaissez tous ce compte, InstaRepeat, qui est un compte Instagram, qui s'amuse à agréger des centaines de photos similaires, de contenus qui vont venir comme ça se répéter. Alors, quand on regarde ces visuels, au départ, c'est plutôt amusant, mais finalement, ça nous mène à un constat qui est plutôt problématique, parce qu'on se retrouve face à une standardisation des contenus, ce qui est un petit peu problématique, notamment quand on cherche à se différencier en tant que destination touristique, ce qui est peut-être votre cas. Ce qui se passe, c'est que ce n'est plus le paysage qui prime, c'est la mise en scène. Ce n'est plus la destination qu'on regarde, c'est finalement ce sacro-saint engagement que vous connaissez bien, qui fait à la fois le sel et le profit des réseaux sociaux. Et puis un beau jour, qu'est-ce qui se passe? C'était récemment, le 4 octobre, le groupe Facebook tombe en shutdown. Un vent de panique souffle sur les internautes. Et alors les verbatims sont sans appel, hein. Ça craint un max, il ne pouvait pas arriver pire. Alors moi, je pensais que le pire, c'était une pandémie mondiale ou l'effondrement de notre civilisation. En fait, j'avais assez mal envisagé les enjeux de notre siècle. Ce qui pouvait arriver de pire, c'était ça, c'était ce shutdown. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à être aussi dépendant à ces réseaux sociaux? Eh bien, on peut évoquer 2 choses. La première, vous avez certainement lu un certain nombre d'articles ou vu des vidéos de Frances Haugen, qui est donc cette ingénieure informaticienne, ancienne employée de Facebook, qui a dénoncé les pratiques, notamment éthiques, du groupe Facebook la semaine dernière. Ça a fait beaucoup de bruit. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que dit cette femme, c'est qu'elle compare finalement les réseaux sociaux et ces mécanismes, on y reviendra, à l'industrie du tabac. On est clairement dans le registre de l'addiction. Alors moi, je vous montre cette illustration qui est en fait une mini-série qui s'appelle Dopamine, que je vous conseille vivement d'aller regarder sur Arte, sur la plateforme Arte. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est cette hormone qu'on sécrète tous quand on a une récompense. Et cette récompense, en fait, qu'est-ce que c'est?
c'est un like, c'est un cœur, c'est un commentaire sur les réseaux sociaux. Et on a beau avoir du mental et de la volonté, on ne peut pas lutter contre des hormones qu'on sécrète nous-mêmes. Et on y devient complètement accro, un peu à la manière de ces sportifs qui sécrètent leur propre endorphine, dont ils deviennent complètement accros, ce qui, moi, ne risque pas de m'arriver. La deuxième raison pour laquelle on est vraiment dans une relation de dépendance et d'addiction avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils agissent comme une chambre d'écho, comme une bulle. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Alors, c'est très simple. Je pense que vous avez tous plus ou moins Netflix. Vous connaissez l'algorithme de Netflix qui vous propose des contenus parce que vous avez regardé cela, alors vous aimerez cela. Je pense que vous avez tous constaté sur vos feeds Facebook ou autres que certaines personnes dont vous savez que vous êtes amis, mais en fait, vous ne les voyez plus jamais remonter. Je pense que hier soir, tout comme moi, vos feeds étaient complètement trustés par les ET de Pau, puisqu'on a tous tweeté ou fait des posts là-dessus. Moi, par exemple, récemment, j'ai fait la bêtise de regarder trop longuement une vidéo de loutre beaucoup trop mignonne, ce qui fait que maintenant, je me retrouve coincée avec des vidéos de pandas, de lamas, de râletons laveurs, que sais-je. C'est un enfer. Et je me dis, je crois que j'ai le fil Facebook d'une ado de 14 ans, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, évidemment, ce que je dis là, avec une pointe d'autorision, c'est une manière de montrer que nous nous enfermons, malheureusement, dans des contenus qui viennent se standardiser, qui se ressemblent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Parce que les lamas et les pandas, c'est sympa. La problématique, c'est qu'à un moment, c'est enfermant et surtout, ça peut être dangereux. Vous savez sûrement que Trump a été élu grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, énormément de gens ont l'absolue certitude de s'informer réellement en allant sur Twitter ou sur Facebook. Et puisque tous les contenus me confirment que j'ai raison, comment est-ce que ça peut être différemment? Je voulais vous montrer une chose qui est assez peu connue et que je trouve éloquente. En 2012, le groupe Facebook édite ce livre qui s'appelle The Little Red Book, petit livre rouge, toute une histoire, à destination des employés de la firme. Chaque collaborateur en avait un sur son bureau en arrivant le matin. Ce bouquin, pour moi, il est réalisé à la fois de manière extrêmement flatteuse, puisque c'est un très très bel objet. Le graphic designer qui l'a réalisé l'a vraiment réussi, mais c'est surtout un outil de propagande et un outil de dogme. On peut lire les titres ensemble. Changer la manière dont les gens vont communiquer va changer le monde. Le plus rapide héritera du monde. Ou encore, si vous ne créez pas quelque chose qui tue Facebook, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Donc, sous couvert d'un objet inspirationnel très beau, on a quand même quelque chose d'un discours qui peut paraître un peu inquiétant. Je voulais vous parler de personnes qui viennent alerter, dénoncer sur cette question du numérique et surtout de ses implications éthiques, qui sont ce qu'on appelle des artivistes. Je voulais vous parler notamment, vous présenter Philippe Villas-Boas, qui, à la manière d'un Jésus postmoderne, porte sa croix. Alors, Philippe Villas-Boas, avec cette performance de longue durée, puisqu'il se déplace beaucoup dans les territoires avec son installation, il vient chercher à ouvrir le dialogue, en fait, à stimuler la discussion, la conversation sur ce qu'il appelle, lui, l'esclavagisme algorithmique contemporain. Et il a également réalisé une autre installation que je trouve intéressante, qui s'appelle le Casino Las Datas. Donc cette installation, en fait, c'est un vrai lieu de divertissement. Et les visiteurs, en tout cas les joueurs, pour entrer et pour accéder à ces machines, vont, pour acquérir des jetons, ne pas donner de l'argent, mais donner leurs données. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit finalement qu'en échange de ce qu'on considère être du divertissement, on est OK de sacrifier la privauté de ces données. Et puis moi, je trouve intéressant aussi, et on le verra plus tard, de venir tangibiliser ce qui est invisible. Le numérique, la data, c'est quand même quelque chose qui peut sembler très impalpable. On sait que nos données vont quelque part, mais qu'est-ce que ça devient? Et moi, je trouve qu'en passant par une installation comme ça, assez ludique et très engageante, c'est une façon d'essayer de prendre conscience
de ce qu'on fait de notre intime, en réalité. Dernière installation de Philippe Villas-Boas que j'aime beaucoup, elle me fait beaucoup rire, et à la fois elle est plutôt interpellante. Donc c'est un bras robotisé qui fait des lignes un petit peu en manière de punition préventive, et donc il fait des lignes de « je ne blesserai pas les humains ». Cette installation s'appelle « The Punishment ». J'avais très envie de vous la montrer. Je vais vous parler également de Albertine Meunier. Alors Albertine Meunier, elle a créé un livre, elle est ingénieure informaticien, elle est allée collecter toute sa donnée depuis qu'elle utilise Google. Donc elle est allée éditer ce bouquin qui s'appelle My Google Search History. Ça représente 2 tomes, ce sont toutes ses recherches Internet depuis qu'elle a commencé à utiliser Google. Son objet, c'est, une fois de plus, de tangibiliser le numérique, de nous donner à prendre conscience de ce qu'on va raconter finalement dans l'espace public. Et puis des fois, ça dérape. Des fois, on croyait être dans un schéma bien guidé, on nous parle de UX design et de fluidité du parcours visiteur sur le web. Des fois, ça ne marche pas, on arrive sur une page 404 et là, horreur. Et là, je voulais juste rapidement vous présenter une page Instagram qui s'appelle Muséum 404 et qui recense les pages 404 des musées internationaux qui se sont amusés comme ça à faire de la page 404 un objet créatif finalement. Donc, on a réintroduit du hasard et de la créativité dans quelque chose qui avant était complètement subi. Et puis aussi, ne rien attendre, c'est parfois un postulat intéressant. Ne pas être dans une démarche volontaire de recherche. Ici, on est donc face à une plateforme qui s'appelle Never Been Seen, qui a été montée par le Science Museum Group. Ils ont collecté la donnée de centaines, voire de milliers de musées au travers du monde, et ils ont récupéré leurs photos d'archives. Si vous allez sur ce site, vous serez le premier. Nous allons être collectivement, ensemble, les premiers à voir cet objet, parce que ça représente des centaines de milliers de photographies. Et en l'occurrence, d'un coup, je suis passée de quelque chose que je n'attendais pas à un bout d'histoire qui m'est raconté, à ce morceau de charbon qui m'est dévoilé. C'est de la pure sérendipité, et je trouve ça assez beau. Mais on avait dit désirable. Donc je vais terminer en vous parlant de 3 initiatives qui me plaisent, qui me touchent et qui, j'espère, pourront vous inspirer. Je vous présente Napflix, c'est l'anti-Netflix. Quand l'un vous tient éveillé toute la nuit, l'autre, au contraire, vous propose des contenus tellement boring que vous ne pourrez que vous endormir. Mais c'est aussi une façon virtuellement de voyager sur les tropiques, à Central Park, ou avec des vidéos de pandas ou de what the fuck, parce que c'est quand même Internet, on est bien d'accord. Je vais vous parler de dérive rapidement, parce que réintroduire du hasard dans le numérique, c'est exactement ce que le collectif Hérétique a fait en créant cette application. L'application Dérive, c'est un anti-Google Maps, on est beaucoup dans les anti. On rentre une destination et on va être guidé par une boussole. Et puis vous prenez l'itinéraire que vous voulez. Donc vous pouvez choisir cette jolie rue plutôt que ce boulevard surchargé et bruyant. La boussole, elle ne vous lâchera jamais, elle vous amènera toujours à bon port, mais peut-être que vous aurez appris finalement à perdre votre temps, à sciemment vous égarer pour mieux flâner et profiter de votre environnement. Et pour terminer, je voulais vous parler de mon site préféré, qui était notamment mon site préféré pendant le premier confinement, Windowswap. Le concept, il est très simple. Il s'agit pour chacun de venir filmer 10 minutes avec son téléphone portable de la vue de sa fenêtre. Illustration. De poster cette vidéo sur la plateforme Windowswap. Et côté usager, on peut se balader d'une fenêtre à une autre. On peut ouvrir des fenêtres différentes. Ici, on est en Malaisie. On peut aller se promener à Moscou. On peut aller se promener à Trinidad. Et moi, je trouve ça puissamment immersif, parce que c'est de la vidéo. Et au départ, on a l'impression qu'il ne se passe rien quand on regarde la fenêtre de quelqu'un, ok, super. Et puis finalement, petit à petit, on est de plus en plus attentif aux détails, parce que d'un coup, on va capter le vent dans les rideaux, le passage d'un oiseau, peut-être la radio qui se déclenche chez les voisins, et d'un coup, un train qui passe. Et finalement, on est complètement projeté dans l'intimité d'un autre, projeté dans son habitat, et on a l'impression presque d'être à ses côtés dans cette expérience de contemplation. C'est tout pour moi, je vous remercie.